Bienvenue aux créateurs de richesse. Avec vos animateurs Véronique Fournier et François Drouin. Allô tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 8 des créateurs de richesse. Ici François Drouin avec vous en compagnie de la charmante, la sympathique, l'unique, l'extraordinaire Véronique Fournier. Je savais qu'elle partirait à rire. Bonjour tout le monde! Avec cette introduction sans aucune pression, aujourd'hui est un épisode du Courriel du cœur. Oui, un courriel du cœur plutôt spécial, je dirais. Plutôt spécial. Comment tu vas, Véronique? Ben, ça va. Je pense que, comme vous tous qui nous écoutez, et ou à la maison, et ou dans la voiture, et ou... Ah non, on n'a plus le droit d'être dans les voitures, en date d'aujourd'hui, ou presque. Bon, on a le droit, mais il faut les fenêtres fermées. Bon, ben, tous ceux qui sont à la maison, et ou embourbés dans essayer de travailler, et ou essayer d'être avec les enfants, et ou essayer de se tolérer dans le même 53 pieds carrés. Bref, on est content d'être avec vous autres. Ben oui. Spécial COVID-19. Ouais. On va dire comme ça. Cette espèce de pandémie qui est sur, évidemment, toutes les lèvres, il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux pour savoir que, ben, il paraît qu'on est... Il n'y a plus grand-chose d'autre que ça qui existe présentement. On est pas mal tous pris à l'intérieur de ça. Ouais. Je pense que tout le monde a son petit mot à dire, son petit truc, son petit commentaire, mais on fait pas exception. Puis on a décidé justement de changer, ben pas de changer, je dirais, mais d'adapter le courriel du cœur d'aujourd'hui. Comme vous savez, la formule, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les questions, une question ou deux de gens qui nous écrivent puis qui nous posent une question plus au niveau, je dirais, carrière, entrepreneuriale, tout ça. Mais dans les dernières semaines, les 2-3 dernières semaines, évidemment, tous les messages qu'on a reçus, les commentaires étaient tous axés ou, je dirais, teintés par le « qu'est-ce qu'on fait ?» On vit tous à peu près la même situation. La COVID ou la pandémie fait pas exception. Peu importe la langue, la couleur, la race, la religion, le style de portefeuille qu'on a, on est tous confinés chez nous. Tout le monde est impacté. Tout le monde. Tout le monde est impacté. Il n'y a aucun être humain présentement sur la planète qui est pas de près ou de loin touché par ça. Ben, peut-être les papous de la Papouasie, là. Tu sais, les autres, là... Ah, peut-être. Ils sont tellement connectés, les autres. Sans même le savoir, ils sont un peu probablement impactés aussi. Ah oui, absolument. C'est sûr que les communautés reculées, comme tu dis, de la Papouasie, qui n'ont pas vu personne d'autre que leur propre tribu dans les 150 dernières années, ben peut-être qu'eux autres, ils sont pas trop au courant, puis ça va rester probablement comme ça pour eux. Mais sinon, effectivement, il y a peu de gens qui sont pas impactés par la réalité de cette pandémie-là. Et en fait, tout ça nous a inspiré le titre du courriel du cœur d'aujourd'hui, qui est « Comment se réinventer face à l'adversité ». Ouais. Tous les commentaires ou les messages qu'on a reçus, comme on disait, ils sont tous un petit peu teintés ou transportés par la pandémie, puis ça tourne tous autour de « What's next ». Là, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Exact. Et sur tous les thèmes et à tous les niveaux, autant personnel, professionnel, relationnel, nos jobs, nos entreprises, notre couple, tout est impacté. Notre famille, nos enfants, les ados, tout est impacté. Tout. Puis c'est... tu sais, comme tu le sais déjà, mais je vais sortir du garde-robe. Pour moi, la période actuelle est fantastique pour plein de raisons. Pour plusieurs, c'est un cadeau mal emballé. Mais tôt ou tard, on va finir par trouver des cadeaux qui se cachent derrière ça. Moi, personnellement, j'en vois déjà plusieurs. Mais tout ça,
En fait, c'est là que c'est intéressant d'observer ce qui se passe autour, parce qu'on voit que chaque personne individuellement réagit de manière différente à tout ce qui se passe. Puis c'est là qu'on voit les bobos, les bébites ou les filtres que chacun a en soi qui font en sorte que la même situation, là, parce qu'on vit toutes à peu près la même situation, à différents degrés, parce que c'est sûr que quand ton revenu n'est pas impacté, ça a un gros impact versus le fait que du jour au lendemain, tu te retrouves sur le chômage comme travailleur autonome ou comme employé, etc. Donc, c'est sûr que les gens sont impactés à différents degrés, mais selon justement ces différents degrés-là, tu vas voir deux personnes avec une situation très similaire réagir de manière très différente à tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder tout ça avec un peu de recul. Et tu sais, pour ceux qui me connaissent, puis dont toi, hein, François, j'adore faire des espèces de statistiques ou de philosophie sur le comportement humain ou d'analyser les situations, de qu'est-ce qui arrive, pourquoi ça arrive, tout ça. Et dans les dernières semaines, pour en reparler avec plusieurs entrepreneurs qui vivaient des situations tous différentes, j'en ai conclu que la situation présente, la COVID, la pandémie, nous atteint tous d'une façon égale. Mais ce qui nous atteint personnellement est vraiment différent à chacun, comme tu viens de dire. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'est nos zones, tu sais, on parle souvent de l'ombre et de la lumière, mais c'est toutes nos peurs, nos zones d'ombre, nos secrets dans notre petit jardin secret qui là, c'est comme ça nous explose en plein visage, c'est en train de tout nous bouleverser. Et là, on n'a plus le choix de prendre conscience de qu'est-ce qui va et de qu'est-ce qui ne va pas. Exact. Et c'est souvent ce qu'on appelle la pleine conscience, mais tous ceux qui avaient peur d'un point de vue manque financier, présentement, ont les deux pieds dans le manque financier. Ouais. Tous ceux qui aimaient plus leur travail, mais qui osaient pas, par insécurité, qui osaient pas quitter leur emploi, ils ont perdu leur job. Toutes les couples qui allaient pas bien depuis des mois ou des années, puis que là, finalement, ils se retrouvent 24/7 sous le même toit, ensemble, pas de surprise, hein, ça va vraiment encore plus mal. Mm-hmm. À l'inverse, hein, les couples qui vont bien vont aussi bien. Bon, il y a des petits ajustements à faire parce que là, il y a une différence entre se voir quelques heures par semaine puis être tout le temps ensemble. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça doit dépendre vraiment de chaque personne parce que moi, je le vis bien, là, mais... mais c'est quand même... On fait pas exception, là. On a eu besoin de s'ajuster, tout ça. Quand on pense aussi aux gens qui avaient des défis de relation avec leurs enfants ou leurs adolescents ou des gens qui la communication n'était pas très fluide, la zone de crise, les 2-3 premières semaines, c'est les plus difficiles. Maintenant, je pense qu'il va y avoir un what's next qui va se passer avec ces gens-là. Il y a des relations qui vont renouer. Il y a des gens qu'on n'avait pas le temps et que maintenant, on n'a plus le choix de prendre le temps. Pour beaucoup, hein, on parlait tout le temps de concilier travail, famille. Ah, wow, on aimerait donc bien ça. Là, je pense que c'est d'autant plus vrai et d'actualité. Tu sais, quand je parle d'un cadeau mal enveloppé, là, en tout cas, moi, personnellement, c'est un truc que j'observe puis que je trouve vraiment intéressant et même beau. C'est que tout d'un coup, là, du jour au lendemain, ta vie qui était donc bien embourbée, donc bien occupée et où t'avais jamais le temps de parler à personne, puis en fin de compte, surtout aux êtres qui te sont chers, là, tout d'un coup, tu te retrouves avec plein de temps, puis ceux pour qui tu t'inquiètes vraiment, étrangement, tu commences à leur parler un petit peu plus. Et puis, autant que d'un point de vue physique, on a rarement été aussi isolé dans notre vie, autant qu'en même temps, il y a plein de liens qui sont en train de se renouer, de se raffermir, parce que tout d'un coup, on a le temps de le faire, puis on s'inquiète, donc on prend des nouvelles, on appelle plus souvent. Donc, d'une certaine façon, on est en train, bien malgré le fait que ce soit probablement notre choix, on est en train de remettre certaines priorités prioritaires. Et c'est tellement important, cette partie-là. Oui, parce que
comme je le dis souvent, le cerveau et la job du cerveau dans la vie, c'est de vous garder en vie. Donc, ce qui fait que le cerveau a du succès à garder quelqu'un en vie, c'est en notant ce qui ne va pas et ce qui manque. Donc, si on porte notre attention sur ce qui manque et sur ce qui va pas, ben c'est ça qui prend de l'expansion, hein, comme vous le savez. Ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion. Donc, si je porte attention à ce qui manque et à ce qui va pas, ce à quoi notre cerveau est donc bien meilleur que l'inverse, ben c'est ça qui va prendre l'expansion, puis c'est ça qui va prendre toute la place. Mais si on commence à observer ce qui est en train de se passer dans nos vies respectives et qu'on remarque que tout d'un coup, il y a des liens qui sont en train de se renouer, qu'il y a des relations qui sont importantes, tu sais, par exemple, nos parents, avec qui on parlait peut-être un peu moins sur une base régulière, tout d'un coup, on se met à leur parler plusieurs fois par semaine. Puis on est en train de renouer avec ça. Puis ça aussi, on peut porter notre attention là-dessus pour que ça prenne de l'expansion, de voir le bon côté de tout ça. Pour plein de monde, là, le métro boulot dodo, tout d'un coup, paf, est arrêté d'un coup sec. Ah, et ça l'a arrêté. On peut pas le dire plus qu'un coup sec comme ça, le vendredi 13. Le vendredi 13. C'est terminé. Bang. Mais pour ici au Québec, oui, là, pour ici au Québec, le vendredi 13, ça a été la date. Et ce qui est vraiment un des trucs que je vois qui est pour moi de toute beauté, c'est que du jour au lendemain, justement, ta vie telle que tu la connaissais, puis on parle au passé parce que ça reviendra jamais comme avant. Absolument. Ta vie telle que tu la connaissais a changé, a pris une direction de manière abrupte, et tout d'un coup, tu commences à remettre un peu plus d'essentiel dans ta vie. Puis tout d'un coup, là, l'annonce de la nouvelle BMW ou de la Mazda de l'année à la télé devient donc bien insipide. Quand on dit qu'il y a vraiment un avant et un après toute cette pandémie-là, ça peut pas être plus vrai. Ah, c'est sur tous les niveaux. Tout. Tu sais, quand on parle de l'économie, hein, l'économie locale, l'économie mondiale, comme tu disais si bien, notre style de consommation vient complètement de changer. Tout d'un coup, notre BM qui nous coûte 1000 $ par mois, là, elle nous crée des casse-têtes un petit peu plus grands que ce qu'on pensait. Ouais. Puis, je l'ai lu à quelque part, ça vient vraiment pas de moi, mais on est d'une période, en fait, la période qu'on vit actuellement fait en sorte que l'humain va passer de l'ego à l'éco. Ou la conscience, voilà. À l'écosystème. Ouais. Ah, OK, parfait. Oui, écosystème, pas écologie. Ben, oui, écologie, mais écosystème. Parce que là, tout d'un coup, c'est plus notre petit nombril qui est si important que ça. En fait, on est tous appelés à ne serait-ce que par rester chez soi, à contribuer à l'effort collectif. Exact. OK? Donc, ça fait en sorte que parce qu'on n'a pas le choix ben en fait, on a toujours le choix. Là, il y en a plein là, qui prennent des marches en gang de 22. Là. En tout cas, je peux vous le dire, au Lac-Beauport, il y en a qui n'ont pas très bien compris les consignes de sécurité. Pas de sécurité, mais les consignes qui sont demandées parce que ça se promène en gang. Là. Donc, ben voilà. Donc, d'une certaine façon, on est invité par cette crise-là à se détacher un peu de son nombril, puis à commencer à regarder autour, puis se rendre compte qu'on n'est vraiment pas tout seul, puis dans le fond, là, quand on dit qu'on est tous liés, là, ben c'est direct ça qu'on veut dire. Parce que dans une période de crise comme ça, tout d'un coup, on est vraiment liés les uns aux autres. Parce que du respect des consignes qui sont demandées, ben ça peut faire toute une différence sur l'évolution de la pandémie, sur la durée de la pandémie, et sur les effets que cette pandémie-là va avoir chacun dans notre vie. Puis pour plusieurs personnes, je pense qu'on peut démystifier ce point-là. Pour beaucoup de personnes, les gens croient que l'isolement, c'est dans un but de ne pas l'attraper. Oui, ça c'est vraiment important. Là, c'est le microbiologiste qui va parler. Là. Il faut comprendre que le fait de respecter la distanciation sociale, ce n'est pas pour vous protéger individuellement, c'est pas pour votre petit nombril ou votre paire de fesses que le gouvernement vous demande de rester à la maison. C'est pas pour vous protéger parce que les chances sont que le virus va vous affecter, mais pas nécessairement de manière très grave. La raison pour laquelle on promulgue la distanciation sociale, c'est pour ce qu'on entend depuis le début, qui est aplanir la courbe. Ce que ça veut dire, là, c'est que quand le pic d'infection va arriver, comme par exemple
disons, 18 000 cas d'infection en même temps, ben là, on va avoir tant de personnes qui vont être hospitalisées, puis tant de personnes aux soins intensifs. Puis la dernière chose qu'on veut comme société, c'est un choix de société de faire de la distanciation sociale. Parce que comme société, on a décidé de se doter de moyens qui vont faire en sorte qu'il n'y aura pas, comme en Italie, par exemple, des choix difficiles qui vont devoir être faits entre, par exemple, un jeune homme de 22 ans qui a pas d'enfant, mais qui a toute la vie devant lui, et un homme de 45 ans qui a 3 adolescents à la maison, qui est dans pleine vie active et puis qui a encore des adolescents, puis que là, c'est un ou l'autre qu'on traite et non pas et qu'on va devoir en laisser mourir un des deux. C'est des choix moraux. Ben, ça devient un choix éthique. Comment tu veux dealer avec ça? Parce on veut pas faire ça. C'est ça. C'est un choix de société qu'on a fait. Donc, la distanciation sociale et le fait de rester chez vous, c'est pas pour vos fesses puis le virus qui est donc bien dangereux. C'est parce que, forcément, il y a une partie de la population qui va mal réagir au virus. Ça se peut que ce soit vous, mais ça se peut que ce soit pas vous aussi. Mais, collectivement, on a fait le choix que tout le monde allait être traité sur une base égale au Québec. Et c'est pour ça que les gens, on leur demande de rester chez eux. Exact, parce que dans les faits, tant et aussi longtemps que c'est quoi, 60 ou 70% de la population l'auront pas. J'ai justement lu là-dessus ce matin, et parce que dans le fond, un des critères qu'on regarde en épidémiologie, c'est la transmissibilité du virus. Dans le fond, c'est le R0 qu'on appelle, puis le R0, c'est le nombre d'infections qui se dégagent d'une personne. Donc, selon les maladies, on peut aller jusqu'à 12. Comme par exemple, les oreillons, là, c'est hyper contagieux, ce qui fait qu'une personne est capable d'en contaminer jusqu'à 12. C'est énorme. C'est énorme. Donc de ça découle, en fait, selon l'infectivité du virus, et le coronavirus est plutôt moyen de ce côté-là. Il se transmet bien, mais pas tant que ça, comparé à d'autres virus. Donc, selon l'infectivité, puis là, les datas sont encore très jeunes parce que c'est un virus auquel on n'avait jamais été confronté avant, mais les datas qui sortent nous disent que ça va prendre entre 29 et 74% de la population mondiale qui va avoir attrapé le virus ou qui va avoir été vacciné pour que les dangers d'épidémie soit réduit puis qu'il n'y ait plus vraiment d'épidémie. Il va peut-être avoir des petites éclosions régionales, mais les risques d'épidémie, de pandémie comme on a présentement, ben c'est ça. Ça va moins se propager. Et selon les chiffres de ce matin, on en parlait tout à l'heure lors de la conférence de presse, on a atteint le 800 000 cas à l'international qui viennent d'être atteints. Alors, pour pas décourager personne, c'est seulement 1%. 1% de la population mondiale. Alors, il en reste encore au moins 25% qui devront l'avoir avant que les choses tournent ou changent. Pour vrai. Pour vrai. Ouais. Et tous ceux qui pensaient justement que dans 2 semaines, tout ça serait réglé, on veut pas être prophète de malheur. Non, c'est pas une question d'être alarmiste ou pessimiste, mais j'aime bien c'est clairement impossible. J'aime bien que les informations qu'on diffuse soient le plus juste possible. Puis si vous pensez que dans 2 semaines, tout le monde retourne à l'école puis tout le monde retourne travailler, en tout cas en date du 30 mars, au moment d'enregistrer cet épisode, c'est bonne valeur, mais c'est pas demain la veille où ça va changer. C'est complètement impossible. Ouais. Alors, de là pourquoi qu'on a été inspiré justement par le courriel du cœur d'aujourd'hui qui est se réinventer dans l'adversité. Ouais. Parce que oui, faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Puis je pense que c'est le temps de voir clair. On est dans l'adversité. Peu importe de quelle façon qu'on vit ce moment-là, on le vit tous à différentes intensités. Pour plusieurs, la survie est embarquée. Pour plusieurs, on vit des émotions, que ce soit la tristesse, la colère, même la joie ou l'amour, on les ressent tous, mais on les vit à un autre niveau. Et c'est là que les gens, on a de la difficulté à comprendre parce que on est en colère, mais on est 10 fois plus en colère que l'émotion qu'on peut avoir habituellement. On est dans la joie, on a des fous rires, comme on comprend pas pourquoi que ça nous fait autant rire. Et tout ça est relié aux reptiliens. Les reptiliens, c'est une zone dans le cerveau, c'est lui qui nous a permis de survivre, en fait, quand on était dans... Ouais. Dans l'homme de Cro-Magnon, puis tout ça, là, entre autres. Mais il est encore là pareil. Ben oui, c'est ça. Il est encore là. Mais le reptilien, lui, habituellement, opère quand il y a un mammouth ou on a un fusil sur la tempe.
c'est lui qui nous amène justement à allumer tous nos sens, que ce soit Louis, c'est quoi dans les sens donc? Louis, le goût, le toucher, la peau, les oreilles. Jonathan, Louis, non. Tous ces sens-là, Ouais. ben c'est le reptilien qui nous permet de tout allumer pour être capable de faire face justement au mammouth, au défi, à ce qui nous amène en survie. Ouais. Maintenant, on entre dans une zone de survie qui a rien à voir avec le mammouth ou le gun sur la tempe, mais présentement, notre cerveau, notre limbique, notre reptilien, puis tous ceux là, qui s'opèrent dans le cerveau, là, ben clairement, ils savent pas. Mm-mm. Et c'est ce qui occasionne justement des angoisses angoissantes. Et Des stress stressants. des- Non mais hein? Non, mais tu sais, Quand c'est intense l'intensité, c'est ça qui arrive. C'est une réelle réalité dont tu parles. Bon, oui, c'est une réelle réalité. Ouais. Si on faisait une petite notion, petite traité de biologie, ben en fait, comme Véro vient de le dire, les différents stimulus, que ce soit la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, moins le goûter un peu, Moins là, le goûter. mais quand même, quand ces sens-là sont mobilisés et qu'il y a une menace, en fait, tous ces signaux-là sont concentrés à l'intérieur de la moelle épinière et ça remonte dans le cerveau. Et la première zone par laquelle ça va passer, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Qui est situé en arrière de la tête pour ceux qui ne savent pas. Dans la tête, dans le cervelet. Et le reptilien, en fait, sa job, c'est de déterminer si la survie, elle est menacée ou pas. Donc, il y a normalement 3 façons dont le reptilien réagit. C'est soit par la fuite, soit par le combat ou soit par la sidération. Donc, quand peut-être certains d'entre vous ont vécu des situations vraiment stressantes dans leur vie, un accident d'auto, etc., et le burst d'adrénaline qui vient vous amène dans cet état de survie-là, et là, c'est ou bien on fige complètement, puis on n'est plus capable de réagir du tout. Ouais. On voit souvent ça dans les films d'horreur. Là, on gèle, ou on s'effoire à terre carrément. Ou sinon, ben ça se peut que les maillotches lèvent dans les airs, puis qu'on commence à vouloir frapper tout ce qui bouge, ou encore on prend nos jambes à nos coups et on sac notre camp. Donc ça, c'est la première étape, c'est le cerveau reptilien qui s'occupe de ça. S'il n'y a pas d'atteinte à la survie, là, ça peut aller dans la deuxième zone du cerveau, qui est le cerveau limbique, le centre des émotions. Donc là, c'est les émotions, la colère, la tristesse, la joie, etc., qui va être mis en action. Et après ça, quand le signal est suffisamment fort, ben là, il va monter à la troisième partie qui est le cortex, qui est la conscience, qui est notre partie consciente, celle qui réfléchit et qui rationalise les choses. D'ailleurs, je suis convaincu que quand vous éprouvez de la colère, là, avant même d'être capable de dire « Hey, je suis vraiment fâché hein, » ou « Je suis en colère », vous êtes déjà dans l'émotion parce que ça passe par le limbique avant d'aller au cortex. Donc, c'est pour ça. Donc là, présentement, en tout cas, moi, personnellement, je l'ai vécu. Je suis tombé dans mon reptilien. Les premières journées, là, je suis tombé dans le reptilien. Les 2 pieds dedans. Les 2 pieds dedans. Et c'était... donc, mon reptilien était affecté, puis mon limbique était affecté. Les 2-3 premières nuits, j'ai vraiment eu de la misère à trouver le sommeil, puis je me réveillais à 2-3 heures du matin, et puis les seuls mots qui popaient dans ma tête, c'était coronavirus, pandémie, alors que je suis microbiologiste, puis je savais déjà que ce virus-là est pas si important que ça, mais c'est cette espèce de... Je pense que c'est cette espèce d'énergie collective-là qui roule tout le tour de la planète qui est venue m'atteindre pendant mon sommeil parce que les 2-3 premières nuits, j'ai juste presque pas dormi. Alors que tu sais, même si mon côté rationnel savait que le virus était pas si méchant que ça, ben quand même... On avait le goût de fuir dans le bois. Il y avait quand même une petite partie dans le bas de mon cerveau qui décède en premier, qui s'appelle le reptilien, puis qui faisait en sorte que j'avais pas de fun. Non, pas du tout. Clairement. Pas du tout. Puis dans mes souliers à moi, ça a été la colère. Ouais. La colère, la survie, parce que mon reptilien a été souvent mis à l'épreuve. Il est aiguisé. Et là, j'étais en mode survie. Tout le monde était un potentiel danger, menace. Puis là, ben, je m'excuse, amour, mais je t'inclus dans ça. Les enfants, tout le monde, j'étais en alerte. Toutes mes sens étaient complètement allumés. J'étais complètement brûlée, là. Les 3-4 premières journées, là, on n'avait pas de fun.
Puis il a fallu prendre le temps de le méditer et de le ralentir. Et c'est pour ça qu'on vous comprend. C'est pour ça que quand vous nous dites on est stressé, on est angoissé, what's next, on se comprend plus, ben c'est normal. Puis, tu sais, on le dit souvent, mais là, je pense que c'est d'autant plus vrai. La première étape, là, c'est de l'accepter. C'est d'accepter toutes ces émotions-là qui roulent, qui viennent, qui repartent, qu'on se comprend pas, de laisser la place à tout ça être. Parce que c'est normal. On réagit tous d'une façon qui est différente. On vit tous des situations, des émotions qui sont différentes. Et je pense qu'à ce moment-ci, de tomber dans le jugement, de dire, voyons, pourquoi cette personne-là a fait ça ou qu'elle réagit de telle façon, tout ça, voilà. Il suffit de regarder nos personnes âgées. Hein. Combien de personnes âgées qui sortent 1, 2, 3 fois par mois maximum en temps normal, habituellement, puis que là, leur liberté est tellement brimée là, qu'ils ont le goût de sortir à tous les jours. Ah oui. Hein? Là, l'esprit de contradiction là, était tellement fort que ça donnait ça. T'sais. Les gens qui sont habitués d'être toutes seules ou qui aiment donc bien la solitude ou qui se vantent même de ça. Hein? Ah non, moi je suis bien toute seule puis j'ai pas besoin de personne dans la vie, tout ça. Oh, drôlement, là, c'est plus difficile l'isolation isolée. Tout à fait. Alors, voilà, je pense que là, présentement, d'être dans le jugement, ce serait pas une bonne chose. Ben, non, en fait, on a tout le temps le droit, mais je pense pas que ce soit une bonne solution. Ah oui, on a le droit. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'on a absolument... Tu sais, si vous voulez vous permettre de juger la réaction de quelqu'un d'autre, là, ben, il faut que vous ayez été dans ses souliers 100% de sa vie, avec ce qu'il a vécu, avec tout son bagage, avec tout ce qui traîne, avec ses blessures personnelles, avec ses trucs, pour comprendre sa réaction. Donc, si vous êtes tenté de juger la réaction d'un autre, là, sachez que vous devez avoir été 100% du temps dans ses souliers. Et je connais personne à qui c'est arrivé. Donc, à un moment donné, concentrez-vous sur vous, gérez votre réaction, puis laissez chacun vivre la sienne. Et ça fait partie de se réinventer. Ouais. Comme on disait, il y a clairement un avant et un après. Ouais. Tout ça, tu sais, on dit souvent la vie est pas mêlée. Tout ça est pas du hasard, hein, on sait très bien. Puis là, évidemment, il y a des gens qui veulent mettre ça sur la faute de bon ben c'est un tel ou c'est eux autres, c'est de leur faute, puis blablabla. Bla, bla, bla. Nous, on n'a pas le goût d'entrer dans ça. On est informés, mais ça nous... C'est ça. Je pense pas que ce soit l'idée de l'émission, tout ça, mais de se réinventer, par exemple, face à l'adversité, je pense que là, on est là. En fait, j'ai envie de citer Bill Gates, qui a publié récemment un article à propos de cette épidémie-là, de coronavirus et de tout ce que ça entraîne. Et lui a dit cette épidémie-là, cette pandémie-là n'est pas l'ennemi. Moi, je le vois plutôt comme le grand correcteur. Et j'abonde tellement dans le sens de ce que Bill Gates dit, parce que, comme je disais tantôt, tu sais, la pub de Mazda qui tout d'un coup devient donc ben insipide, là, ben c'est la même chose pour à peu près tout le monde. On est confrontés tous individuellement à répondre à des questions, à se dire, ouais, mais là, t'as peu là, ok, je m'en sac tout d'un coup de la pub de voiture ou de la pub de savon à télé, là. Étrangement, là, pendant une période comme ça, là, c'est plus la grosse maison, c'est plus la grosse voiture, c'est plus le qu'est-ce que les autres vont penser de moi, c'est est-ce que j'ai de quoi manger, est-ce que j'ai un toit sur la tête, est-ce que je suis capable de juste vivre. Puis c'est ça qui est la beauté derrière tout ça, c'est que là on se ramène à des questions beaucoup plus, disons, existentielles. Puis tu sais, quand je disais tantôt de passer de l'ego à l'écho, ben c'est ça, là, c'est toutes ces couches-là. Tu sais, la raison pour laquelle t'as une grosse maison, puis puis j'ai rien contre les grosses maisons puis les grosses voitures, là. Oh non, non. Au contraire, c'est... Hey.
Mais J'ai absolument rien contre ça. Si c'est ça que ça prend, c'est parfait. Mais c'est la conscience qui est derrière qui souvent me laisse perplexe. C'est que la raison pour laquelle t'as la grosse voiture ou la grosse maison est potentiellement plus drivée par l'ego. Donc, la conscience du soi et l'importance que l'on accorde à son soi, tu sais. Ah, ben, si j'ai une grosse maison, tu sais, je connais des gens qui, pour mesurer leur degré de succès dans la vie de quelqu'un, c'est l'argent qu'il y a dans le compte de banque. Ou dans la maison, ou dans l'auto, parce que souvent, il en reste même plus dans le compte de banque. Ben, ça va, c'est toute la même chose, tu sais, je veux dire, rendu là, si tu sais, puis ça, là, c'est sûr qu'on discute beaucoup de valeurs personnelles, mais tu sais, si j'ai le choix, si je comparais deux personnes, par exemple, un qui a 25 millions de dollars dans son compte de banque d'économie personnelle, avec une grosse maison sur le bord d'un lac, avec 3-4 voitures de l'année de luxe dans la cour, mais qui est méprisé par absolument tout le monde, par ses employés, par ses enfants, par sa famille, parce que il se comporte comme un sale trou de cul, versus l'autre à côté qui a une maison beaucoup plus modeste avec une voiture modeste mais qui a beaucoup d'amour et beaucoup de, tu sais, que cette personne-là cultive l'amour et l'harmonie autant dans sa famille que autour. Personnellement, je voudrais pas être d'un soulier de la personne qui est complètement méprisée, là. Non, pas du tout. Puis, tu sais, pour comparer des pommes avec des pommes, je veux dire, il y en a qui ont quand même 25 millions dans leur compte de banque, qui ont une grosse maison, puis ils sont dans l'amour, puis ils sont hyper reconnaissants. Ouais. Alors, c'est vraiment une façon d'être. Ouais. C'est plus dans le faire, c'est plus dans l'ego, c'est vraiment qui tu es. Et c'est ça qui est en train de complètement révolutionner et de se transformer. Puis en passant, là, juste pour être sûr que vous pensez pas que je juge la personne qui a 25 millions puis qui est méprisée, là, pour moi, là, la personne qui est méprisée comme ça, c'est un souffrant. Ah, c'est quelqu'un qui, tu sais, il y a personne qui se lève le matin en se disant, aujourd'hui, là, bon, il y en a probablement pas beaucoup, qui se lève le matin en se disant, bon, aujourd'hui, je ne prends que de mauvaises décisions et je fais chier tout le monde. Ouais, non, c'est rare. Il y en a peut-être, là, mais c'est plutôt rare. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui se laisse driver par ses conditionnements, par ses croyances, etc. Puis, je veux dire, rendu là, ben, on peut pas y en vouloir. On peut juste être rempli de compassion, ouais, puis de se dire, ben, ça va bien aller. Sa réalité personnelle, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, va finir par péter, puis il va se rendre compte que finalement, ben, c'est peut-être pas ça, puis ça marche pas, puis qu'il y aura des trucs à changer. Exact. Ce sur quoi on parle aujourd'hui, en fait, qui est en fond, le cadeau mal emballé dont je parlais tantôt, pour moi, c'est que cette période-là, à différents niveaux, va vous obliger à vous réaligner. À prendre conscience d'une multitude de choses. Ouais. Autant celles qui vont extrêmement bien que celles qui vont vraiment pas bien. Mm-hmm. Mais qui pourtant, en apparence, on a voulu les cacher pendant des années ou se les cacher à soi-même. Ben oui. La première personne à qui on ment le plus dans la vie, c'est soi-même, là. Effectivement. En tout cas, moi, je l'ai fait tellement longtemps, là. Aujourd'hui, c'est plus difficile, hein? Ah, ça fait plus mal dans mon corps quand je me mens. C'est ce qu'on appelle être désaligné dans notre jargon, mais ouais. C'est ça. Être désaligné, ça veut aussi dire se mentir à soi-même ou dire « Ah non, nous, on passera pas par là » ou « ça sera pas pareil » ou « Ben non, on est... » Toutes dans le même bateau. Toutes dans le même bateau, puis on est pareil. Ouais. Comme vous, comme nous. Alors, quand on a réfléchi à la façon de se réinventer face à l'adversité, ben, on n'est pas meilleur qu'un autre, puis on fait pas les choses différentes tant que ça, mais on a eu le goût de partager avec vous la façon que nous, ou je dirais les questions que nous, on s'est posées pour passer du reptilien, ça va pas du tout, on est complètement angoissé, ça va pas, à, OK, on accepte qu'est-ce qui est, puis on va vivre avec, et à cause de ça, ça va bien aller. Non. À cause de ça, ça va bien. Hein? Ouais. Tout le monde, là, dans ce temps-ci, là, c'est le hashtag ça va bien aller. Personnellement, j'ai un petit peu de difficulté avec ça parce que ça va bien aller, c'est quand ça. Ça veut dire quoi, bien aller? Puis ça veut dire quoi, bien aller? Mm-hmm. Exact. Tandis que quand on dit ça va bien,
ben c'est maintenant. C'est remettre son attention sur ce dont on veut qu'il prenne de l'expansion. Exact. Et si on dit ça va bien aller, ça veut-tu dire que là, ça va pas bien, pantoute? Ah ouais? Ben, c'est ça. Ben, ouais, mais ça va pas? Ben, je sais. Ouais, c'est ça. Il faut pas trop embarquer sur ça. Non. Mais moi, j'aime mieux le hashtag ça va bien ou ça va mal. Au moment présent, là, est-ce que ça va bien ou ça va mal? Puis ça, c'est de pas se mentir puis c'est d'être conscient. Mais de dire ça va bien aller pour qui? Ça veut dire quoi? Puis à partir de quand ça va bien aller? Ça? Puis, tu sais, c'est... En fait, je veux pas juger tout ce mouvement-là, là, mais tu sais, ça, pour moi, en tout cas, ça soulève beaucoup plus de questions que ça amène de réponses, là. Parce que la dernière chose que je voudrais, c'est que les gens, en se graissant le ça va bien aller à gauche puis à droite, là, ben qu'on se berce de fausses illusions. Parce que je vous le dis, je suis convaincu de ça, la vie telle que vous l'avez connue ne reviendra jamais. 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 Il y a un avant, il y a un après, il y a eu un choc qui s'appelle COVID-19 et le grand correcteur, ben, va faire en sorte que vous allez ou pas vous aligner, que vous allez ou pas prendre conscience. Et décider de ce que va être le reste de votre vie. Parce que là, vous êtes exactement là où il faut pour pouvoir vous réinventer. Et tu sais, souvent on entend quand je vais avoir du temps, Véro, je vais me mettre à réfléchir à ça, puis je vais changer les choses. Ouais. Quand je vais avoir de l'argent, quand je vais avoir plus de, ou quand je vais avoir de... Mais là, tout ce temps-là, c'est maintenant. Reset. C'est complètement maintenant. Humanité 2.0, here we come. Exact. Alors, ben comme on disait tout à l'heure, on n'a pas fait exception à la règle. Je veux dire, il y a 2 semaines, moi et François, toi aussi, hein, oui. Ouais. On a passé au cash nos 5 ados aussi. Hein, je veux dire, on a quand même un bon data là, chez nous là, pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va bien, puis qu'est-ce qui va pas bien. Ouais. Et puis, j'aimerais ça qu'on partage avec les gens, ou j'aimerais ça partager avec vous, en fait, les 5 questions qui nous ont permis de faire en sorte qu'aujourd'hui, ça va bien. Puis que peut-être qu'à soir, ça va aller mal. Mais que demain matin, on va être capable de faire en sorte que ça va bien à nouveau. Parce que on a décidé de reprendre le contrôle de notre vie, de s'ancrer, de s'aligner, de prendre conscience de tout ça, de pas se mettre la tête dans le sable, puis de passer à l'action. Mais étrangement, il y a une partie, en tout cas pour moi, là, il y a une grosse partie de reprendre le contrôle de sa vie, là, qui se vit par le lâcher-prise. Ouais. c'est une autre petite dichotomie de la conscience, ouais. Mais effectivement, prendre le contrôle, ça veut aussi dire lâcher prise. Ouais. D'ailleurs, j'utilise souvent avec les gens que je côtoie, avec mes mentorés, avec les gens avec qui je travaille, mes collègues, avec ma famille aussi. Dans la vie, il y a 3 catégories de choses. Il y a celle que tu contrôles, celle que tu influences et celle que tu ne ni contrôles ni influences. Celle que tu contrôles, là, ben, parfait. Contrôle-la au maximum. Fais tout ce que tu peux faire parce que c'est vraiment là que t'as une pogne, que t'as une grippe. Ce que tu influences, ben, sois-en conscient, premièrement, que t'as pas de contrôle, mais seulement qu'un pouvoir d'influence là-dessus qui peut être très faible ou très grand. Mais influence au maximum en te disant que c'est pas toi qui as le dernier mot anyway là-dessus. Puis ce que tu n'as ni contrôle ni influence, normalement, j'utiliserais un gros mot, mais là, vu qu'on est en podcast et que je veux garder notre filtre à clean et non pas crunchy, ben, je vais dire, ce dont je n'ai ni contrôle ni influence, je l'accueille. Il me semble que c'est pas le même mot autour d'un martini le vendredi soir. C'est pas le même mot, hein? Non. On commence par ça, puis il finit par Alice. Non, c'est ça. Je vais être obligé de mettre mon filtre. Crunchy. Ben non. On a dit qu'on le mettait plus. Je sais. Mais puis tu sais, l'idée de cette parole-là, de cette citation-là, c'est que
tu contrôles pas grand-chose dans la vie. Quand tu commences à le regarder, là, finalement, tu Non, contrôles pas pas. La tant. seule chose que tu contrôles vraiment, c'est comment tu vas réagir à ce qui se passe. C'est là qu'est tout le contrôle. Puis c'est pour ça qu'en même temps, on dit que c'est une question de lâcher prise parce que, regarde, quel contrôle vous avez sur la situation de la pandémie? C'est tranquille. C'est tranquille, hein? Pas mal tranquille. C'est tranquille. Puis on vous demande de rester chez vous au maximum, puis il y a plein de monde qui le font pas. OK? Parce que, à un moment donné, c'est une question de compréhension, probablement, ou de je m'en foutisme. Mais au final, on contrôle pas grand-chose de toute cette situation-là. Ben, sur le fait de s'habiller en mou ou pas. Ouais, c'est ça. C'est des grosses choses de même, là. Ouais, mais ça, c'est ta réaction, finalement. Est-ce que je me laisse dépérir en mou ou je m'habille pareil, puis je cultive un peu un semblant de ce qui te fait du bien? On fait attention à notre temple. Oui. En mou. En mou. Si c'est le mot que ça prend, c'est parfait. Alors, on revient-tu à ces ciboulots de questions-là? Pourquoi pas? Me semble que C'est-tu les mêmes qu'on a déjà parlé? c'est tout le temps les mêmes. Ben oui. C'est tout le temps les mêmes. Sauf que là, on vous les a mis beaucoup plus légères parce que on a déjà fait un podcast. C'est le podcast quoi? Dans le 3. Épisode 3. Ouais, l'épisode 3 où on a vraiment décortiqué les 5 grandes questions qui font en sorte qu'on amène les gens, surtout les mentorés, les entrepreneurs, à être alignés ou à se réaligner. Mais là, on va les mettre plus dans un contexte qui est soft. Alors, pour ceux qui veulent plus les creuser, ben je vous invite à réécouter l'épisode 3. Ou à l'écouter pour la première fois. Ou ben oui, absolument. On va l'écouter pour la première fois. Mais là, on va le faire un petit peu plus soft. Ouais. Alors, pour nous, qui sommes à la maison présentement, qu'on est, comme je disais, dans l'adversité, on a les 2 pieds dans la... C'est ça. Ça commence par M, puis ça finit par R2. On est 2 pieds dans la merde. Ben oui. Il y en a plein qui ont les 2 pieds dans le oui, c'est ça. Non, je sens pas. On fait notre possible, puis on essaie de s'en sortir. Ouais. Alors, pour faire face à l'adversité, la première question qu'on s'est reposée, c'est qui je suis. Sur une base quasi quotidienne, hein? Ouais. 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 Ah ouais. Le qui je suis, ça nous permet vraiment d'entrer en dedans de nous-mêmes, de prendre conscience de qui on est, de notre excellence, et ensuite de ça, de se poser la question qui je suis et qu'est-ce que j'ai à offrir au monde. Moi, j'aime bien... Quand je pose cette question-là, je pense que je l'ai déjà dit en podcast, là, mais quand je pose cette question-là à quelqu'un, je la dépose, je dis toujours, je m'attends pas à une réponse, là, parce que cette question-là, ça se peut que tu la creuses un peu, là, mais qui es-tu, toi, mettons, qui es-tu, Véronique Fournier? Mais t'as pas le droit de me parler de ta job, t'as pas le droit de me parler de tes diplômes, puis t'as pas le droit de me parler de ta famille. Oh, que là, souvent, les yeux se vident un petit peu, puis c'est comme, bonne question, hein? Va falloir que j'y pense. Ben voilà. Parce que dans la question « Je suis qui », présentement, il y a beaucoup de gens qui ont un travail qu'ils aiment pas, qui sont dans des relations qui leur conviennent pas, qui sont au sein d'amis, d'un groupe de réseautage, d'un groupe de n'importe quoi, de n'importe qui, et qui sont pas bien. J'ai vu récemment passer sur un LinkedIn, je pense, en tout cas, dans un forum où je vais, une avocate qui disait qu'elle était complètement submergée par les demandants de divorce dans les 2-3 dernières semaines. C'est un fait. C'est un fait. Parce que pour tous ceux que ça fait des mois, des semaines, qui font semblant que leur couple va bien, ou des années, ben oui, ou des années, qui font semblant que leur couple va bien, ou que leur association va bien, ou le partenaire d'affaires, ou bref, ça va bien. Là, ben c'est un constat, ça va mal. Parce que en moment de crise, on voit vraiment la face cachée de l'humain. Hein? Tout ce qu'on a essayé de cacher en arrière nos beaux vêtements ou notre ego, tout ça, ben là, ben ça ressort. Par exemple, quelqu'un qui
J'ai envie de la conter, l'histoire du papier de toilette. Là. C'est Étienne qui était venu faire un podcast avec nous juste avant la crise. Oui. Là. Oui, en fait, dans les premières étapes de la crise, en fait, Étienne était au Costco, puis là, il suivait une dame d'un certain âge, un peu frêle, toute petite, qui poussait son panier, puis qui là s'en va se chercher un gros rouleau, plus gros que... Ben, pas un gros, mais un paquet de rouleaux de toilette, beaucoup plus gros qu'elle, met le rouleau dans son panier, retourne en chercher un deuxième, embarque par-dessus, retourne en chercher un troisième, et quand elle revient à son panier, le panier a disparu, la dame s'est fait voler son panier de papier de toilette. Et la dame de se revirer de bord, puis de spotter un monsieur proche, et de lui dire « Monsieur, je me suis fait voler mon panier, je vais voler le vôtre. » Et d'essayer de partir avec le panier du monsieur. C'est juste incroyable. Je trouve ça tellement drôle. C'est de toute beauté de voir ça. Tu sais, quand je dis que quand on observe comme ça les gens, on réalise qu'on n'a pas tous les mêmes souffrances ou les mêmes peurs. Là. Non. On sait qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein? Ben, c'est ça. Alors, dans le « Je suis qui », quand on est confiné comme ça à la maison, tout ça, les gens ont besoin de nous, ont besoin de vous. Et quand on parle de qui je suis, on parle beaucoup de votre excellence, au-delà de votre expertise. On parle de qu'est-ce que vous avez à offrir. Alors, d'unique. Oui, d'unique, votre valeur ajoutée à vous. Alors, on le voit là, tous ceux qui ont un profil qui dans leur excellence fait partie, exemple, l'enseignement, ben évidemment, on enseigne plus facile à nos jeunes, on enseigne toutes sortes de choses, on fait des podcasts, on fait du mentorat par Skype, on enseigne quelque chose. Ceux pour qui c'est la chanson, les arts, tout ça, on le voit là, ils sont revenus à la créativité, ils peignent des toiles, ils reprennent le temps qu'ils avaient pas, hein, puis ils reprennent leur passion. Alors, je suis qui? C'est quoi mes passions? Hein? J'ai du temps présentement. Il y en a qui popotent là comme... Ils se rappelaient même pas combien ils aimaient ça, faire de la popote, puis faire de la bouffe, puis... Wow! Il y en a pour qui ils prennent le temps d'être avec leurs enfants. Ils servent les gens, ils vont faire du bénévolat. Hein? On l'a vu beaucoup avec les gens qui aujourd'hui se sont mobilisés pour aller donner du sang, pour... On fait rayonner qui on est quand on fait ou quand on pose ces gestes-là. Et ça nous apporte beaucoup de réconfort d'être dans l'être et ça nous amène à nous réaliser personnellement. Puis pour pister les gens, je sais qu'on l'a déjà dit, mais à un moment donné, quand c'est ça le message, c'est ça le message. Mais votre excellence, là, vous allez être louangé autant que vous allez être condamné pour cette excellence-là, parce que vous la portez autant dans l'ombre que dans la lumière. Donc, encore une fois, l'exemple de la créativité, quelqu'un qui est très créatif et que la créativité fait partie de son excellence, va se faire autant dire « Hey, c'est donc bien le fun de travailler ou de collaborer avec toi, t'as tout le temps des idées incroyables, hein? C'est vraiment génial de wow, j'aime ça travailler avec toi, t'es super créatif. » Puis cette même personne-là va se faire dire hey, c'est donc bien fatigant de travailler avec toi. T'es tout le temps la tête d'un nuage. T'es jamais ici vraiment. T'es tout le temps en train de penser à quelque chose d'autre ou de... On peut-tu focusser un peu, s'il vous plaît? Exact. Donc, pensez à ce à quoi, par exemple, vos parents, vos amis, vos collègues vous tapent dessus, mais que, paradoxalement, vous avez aussi été louangé. Vous avez reçu une bénédiction, dire du bien d'eux, en passant. Donc, que quelqu'un vous a béni pour ça. Et ça, c'est une bonne piste de réflexion pour aller identifier son excellence. Et quand on amène les gens à se créer une vie sur mesure ou une entreprise sur mesure, on part tout le temps de l'excellence. Et je le répète, votre excellence, c'est quelque chose que vous faites gratuitement depuis tout le temps. Quand vous étiez adolescent, votre excellence rayonnait déjà. Alors, qu'est-ce que vous faites gratuitement tout le temps? Et vous avez pas besoin de chercher si loin que ça, je suis certaine. Mais cette excellence-là, aujourd'hui, c'est de ça que les gens ont besoin. L'ego repose beaucoup sur le « je fais », sur l'expertise. Mais
l'écosystème, hein, la nouvelle ère dans laquelle on est en train d'entrer, c'est vraiment l'excellence qui va réunir les gens, qui va faire en sorte que ça va faire une grande différence et que pour la première fois, on va se réaliser pour vrai. Mm-hmm. Alors, qui vous êtes? Oui. Puis, tu sais, comme tantôt quand je disais passer de l'ego à l'éco, éco comme dans l'écosystème, ben c'est un peu ça, un écosystème. Un écosystème, là, c'est un lieu où chacun joue son rôle. Oui. Tu sais, puis votre propre corps, le corps humain, en fait, n'importe quel organisme vivant, est un écosystème en soi. Donc, dans mon corps, j'ai des cellules de reins qui font la job des reins, puis j'ai des cellules de cœur qui font la job de cœur, puis j'ai des cellules de peau qui font leur job de peau. Mais chacune de ces cellules-là, là, elle prend juste ce dont elle a besoin pour assurer sa fonction, puis survivre, puis vivre. Donc, c'est ça qui fait que quand je prends une grande respiration, puis que l'oxygène qui rentre à travers mes poumons, puis qui s'en va dans mon sang, va aller alimenter chacune des cellules de mon corps. Mais chacune des cellules de mon corps prend juste ce dont elle a besoin. Parce qu'en fait, quand il y a une cellule qui commence à prendre plus que ce dont elle a besoin, là, ben, on appelle ça un cancer. Ouais, c'est ça. Puis elle mute. Puis ben, il y a des mutations, puis là, elle se met à prendre plus que, puis c'est ça qui fait que finalement, on finit par décéder de son cancer, c'est que la tumeur drive tout, puis il y a plus de place, il en reste plus assez pour les autres, puis c'est là que tout lâche. Puis quand on le met dans un contexte de société ou dans un contexte d'emploi, ben c'est la même chose qui arrive. Les gens sont là pour nous dire c'est quoi notre job. Qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, c'est un peu comme si la cellule du poumon essayait de dire à la cellule du rein, ben écoute, toi, ta job, là, c'est pas de faire ça, là. C'est de prendre une puff d'oxygène. La cellule du rein, là, ben elle sera pas cohérente si elle se met à faire la job du poumon. Non, mais dans notre société, combien de fois on le voit? Des gens qui sont assis dans la mauvaise chaise. Ben oui. Ils sont pas heureux. Ben non. On n'est pas bien quand on n'est pas assis dans la bonne chaise. De la même façon, tu peux pas demander à une tulipe d'être une rose. Plus difficile. C'est plus dur. Ben oui. Hein, puis ça va y faire mal. Ben oui. Puis ben, elle va Puis peut-être ça en mourir. fonctionnera pas. Exact. C'est drette dans ça qu'on est présentement. On est Passer en de plein. l'ego à l'éco, là, ça veut dire que vous avez votre place dans l'écosystème. Vous avez votre rôle à jouer. Vous avez votre place. Et cette place-là, là, ben, vous allez la jouer en tombant dans votre excellence. Exact. C'est pour ça que c'est la première des questions. Ouais. Qui je suis? Exact. Et d'en prendre conscience. Puis en fait, si cette crise-là vous amène à juste nommer cette excellence-là, en prendre conscience et l'accepter, hein? Parce qu'oubliez pas, l'accepter. vous avez probablement été bâché plusieurs fois dans votre vie pour cette excellence-là, puis on se tape dessus dans ce temps-là, on fait quand je suis bien trop ci, je suis bien trop ça, hein? Je suis bien trop... j'ai tout le temps la tête d'un nuage, hein? Il faut pas trop que je nourrisse ma créativité, là. Ben non. Tu commences plein de choses, tu finis jamais rien. Ben oui. Hein? Exactement. T'arrêtes pas de réfléchir, t'arrêtes pas de parler. T'es-tu là? T'es-tu avec moi, là? Mm. J'ai l'impression que t'es encore parti. Mm. Bon. Ben, tout ça, là, c'est des croyances qu'on achète que les autres vont déposer sur nous. De se dire, fait que, tu sais, ça se peut très bien que vous en veniez à vous dire, ça n'a pas d'allure, je peux pas faire ça. Je peux pas accepter ce peux côté-là pas de moi. Non, je peux pas être. Exact. Et Mais pourtant, oui, c'est votre job. c'est direct la première question, parce que tant que ça ne l'est pas posé, les autres, ils servent à rien. Absolument. Oui, ils vont changer, parce que quand cette réponse-là va se raffiner, va devenir de plus en plus claire, ben les autres qui découlent après vont aussi changer. Alors, ça nous amène à la deuxième question qui est tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi pour vrai? Ouais. Là, c'est plus... Encore là, on parle de l'ego versus l'écho, mais tu veux quoi, là? C'est plus que dire je veux aller en voyage 3 fois par année, ou je veux avoir cette voiture-là, ou cette maison-là, ou je veux avoir ce conjoint-là, ou... Non. En dedans de toi-même, c'est quoi tu veux vraiment? Puis, pour s'assurer ou valider la réponse qui va venir, je mets toujours annexé à ça les 5 pourquoi. Alors, peu importe ce que tu veux, après ça, pose-toi la question, pourquoi? OK, on fait-tu un test? Ben un oui. essai? Ben oui. Je veux aller 5 fois dans le sud par année. Même pas vrai. Je sais, mais c'est pas grave, on fait un exercice. Ah, OK, c'est bon. Ah ouais? Ben, pourquoi?
Parce que j'aimerais ça passer plus de temps avec ma famille puis me reposer un peu. Ah? Ah ouais? Pourquoi t'as besoin de passer plus de temps avec ta famille? Je trouve que je les vois pas assez. OK. Puis pourquoi t'as besoin de te reposer? Parce que je travaille beaucoup trop. Je travaille 90 heures semaine puis c'est trop. OK. Mais en même temps, j'ai pas le choix. Hein. Il faut que je continue à faire vivre tout le monde. Et pourquoi t'aurais pas le choix? Ben parce que c'est moi qui le fais pas, qui d'autre va le faire? OK. Alors, est-ce que tu as vraiment besoin de vacances ou tu as besoin de te réaliser dans un travail où tu travailles pas 90 heures qui va te permettre de voir plus tes enfants et de passer plus de temps à la maison? Et ainsi, tu n'auras peut-être pas besoin de 5 semaines de vacances par année. Ben, peut-être. Et ça, là, c'est une question qui revient tout le temps. Parce que qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on pense vouloir et qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, c'est deux choses. Ouais. Parce que si on reprend l'exemple de quelqu'un qui me dit moi, Véro, je veux voyager au moins 6 mois par année et que je lui pose la question pourquoi et qui me répond parce que j'ai le goût d'aller découvrir tel pays pour ensuite de ça écrire un livre. Exemple, les gens qui font les grands explorateurs, les gens qui font des safaris photos, eux, là, c'est leur passion, c'est leur excellence qu'ils mettent en application à travers ça. Et quand on a affaire à ces gens-là, les 5 pourquoi, là, ça passe 1, 2, 3, 4, 5. Mais quand il y a un besoin qui est sous-adjacent à qu'est-ce qu'on veut, c'est là qu'il faut rechanger l'objectif. Hein? On entend souvent je vais être riche. Ah ouais? Pourquoi? Parce que je suis tanné de manquer d'argent. Ah? Pourquoi tu manques d'argent? Ouais, ben parce que ma job, ça me permet pas de... OK. J'arrête là. Parce que si tu changes pas quelque chose, t'en auras pas plus d'argent. Si t'es pas capable d'en générer 40 000, tu seras pas vraiment capable d'en générer 40 millions. Exact. Puis Ça, gérer non plus. Si tu sais pas gérer 20 000, tu sauras pas gérer 200 000 ou en gérer 2 millions. Alors, est-ce que tu veux avoir plus d'argent ou être plus libre financièrement? Et c'est là qu'on se met à creuser les questions qui fait en sorte que là, on revise l'objectif et qu'on devient avec des objectifs qui nous tiennent vraiment à cœur. Oui. C'est un gros travail de définir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut vraiment. Oui. Parce que le qu'est-ce qu'on veut vraiment, là, ça demande de l'introspection. Il faut qu'on aille voir en dedans. Il faut qu'on demande à notre instinct ou notre cœur ou notre gut feeling. Notre intuition. Oui. C'est quoi qu'on veut? Parce que la vie, elle sait c'est quoi tu veux. Mais notre ego veut pas que notre cœur parle. Alors, il s'embourbe tout le temps dans les mêmes choses. Troisième question. On arrive au pourquoi. Le pourquoi, c'est tout ce qui va concerner votre mission de vie, qui va concerner vos valeurs, votre fondation, vos croyances. Alors, présentement, là, aujourd'hui, c'est tellement un temps extraordinaire pour revisiter nos valeurs, notre fondation. Parce que ces valeurs-là, là, c'est ce qui va vous amener à la prochaine étape, mais surtout à bâtir cette nouvelle fondation. J'ai de la misère. C'est la fondation qu'on voulait dire. Hein? Ben, pas on là-dessus. Tu vois, je m'excuse. Moi, j'ai l'habitude de nous impliquer. C'est moi puis ma gang. Hein? C'est ça. Alors, trop souvent, on reste très, très, très ferme sur nos valeurs. Puis, on le dit dans les autres podcasts, souvent, on a pris les valeurs de nos parents, de nos enseignants, de la société, de notre génération. Puis, à un moment donné, on se rend compte que ce n'est même pas nos propres valeurs. Alors, présentement, le fait de se repositionner ou de se re-questionner, c'est quoi mes valeurs? Et de les remettre en priorité. Ça peut faire toute la différence sur la prochaine étape, que ce soit d'un point de vue de travail, que ce soit d'un point de vue les couples, hein?
Peut-être que les valeurs, là, v'là 10 ans, là, vos valeurs, là, c'était correct pour le début de votre couple. Mais maintenant, il y a des choses qui ont changé. Vous avez évolué, vous vous êtes transformé et les priorités ont changé. Alors, c'est pas une question de dire je suis meilleur que l'autre ou l'autre c'est un ci ou l'autre c'est pas... Non! C'est une question d'être cohérent puis d'être aligné. Parce que ce qui était vrai hier, clairement, sera plus vrai demain. Et ceux qui vont continuer à faire semblant, ben ça va faire mal. Ben oui, mais ça fait déjà mal. Ouais, ça va faire encore plus mal. Ouais, clairement. Parce que là, la conscience vient de s'élever ou est en train de s'élever. Puis c'est pas juste la conscience personnelle, c'est une conscience qui est planétaire, collective. On a tellement de questions à se poser. Tu sais, on le sait, là, c'est la 3e épidémie qui part de la Chine. Ouais. Puis l'idée, c'est vraiment pas de jeter le blâme sur les Chinois. Pas du tout, pas du tout, là, bien au contraire. Mais en même temps, ces 3 épidémies-là, puis quand je parle de 3 épidémies, je parle du SRAS de 2003, je pense, du H1N1, la grippe A H1N1, et le COVID. Ces 3 épidémies-là sont parties de la Chine parce que ce peuple-là vit en très grande promiscuité avec des animaux sauvages qui sont des réservoirs à, par exemple, les coronavirus. Puis c'est drôle parce que récemment, je suis tombé sur un article scientifique qui a été publié en 2007 qui parlait justement d'une sorte de chauve-souris qui est endémique à la Chine et que cette espèce de chauve-souris-là avait des centaines d'espèces de coronavirus qui roulaient dans la population et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'une nouvelle épidémie avec un nouveau coronavirus émerge. Parce qu'il y avait cette promiscuité-là. Parce que dans le fond, les chauves-souris vont contaminer les mammifères de manière temporaire. Puis là, ils capturent les mammifères ou les autres créatures de la nature, puis ils les amènent dans leur marché, où là, ils veulent les manger, etc. Mais ils gardent ces animaux-là vivants. Fait que tu sais, quand au début, ils parlaient du pangolin qui était comme la source, mais la vraie source, c'était pas le pangolin, c'était probablement les chauves-souris qui étaient en arrière. Qui avait contaminé le pangolin, puis que le pangolin, lui, a été amené sur le marché, puis c'est comme ça que ça a parti à Wuhan. Mais on a à se poser ces questions-là sur cette façon de vivre-là avec les animaux puis tout ça, là, parce que ça fait 3 pandémies qui débarquent de la Chine. Ouais. Donc, tu sais, consciemment et collectivement, on a à se poser des questions jusqu'à quel point mon mode de vie personnel impacte la collectivité dans laquelle je vis, qui est l'humanité. Puis clairement, on le voit, on est tous liés, là. En fait, si on extrapole l'écosystème personnel, donc chaque être humain est en soi un écosystème, mais nous et les animaux et toute la flore et la faune, on vit tous sur la même planète, puis on est une espèce d'organisme où chaque être humain est une cellule. On forme un gros écosystème, puis la réalité, là, c'est que présentement, il n'y a personne qui est à l'abri du virus. Non. Tout le monde peut le pogner. Pas du tout. Puis ça donne que c'est pas une question de couleur, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de lieu géographique où tu habites, c'est pas une question d'habitude, etc. Ou de portefeuille. Tout le monde est égal face à cette pandémie-là. Oui. Dans la façon dont c'est possible. On est tous susceptibles. On est tous des cellules d'un super organisme qui s'appelle l'humanité. L'humain, l'humanité, on fait un lien, hein? Ben voilà. Tout est micro, tout est macro, tout est dans tout. Tout est dans tout. Donc, la 3e question, qui est le pourquoi, c'est le temps de revoir nos fondations, de revoir nos croyances, que ce soit, tu sais, les croyances au niveau de l'économie mondiale, nos croyances d'un point de vue personnel, nos croyances par rapport à la consommation, la surconsommation, nos valeurs éco-responsables. Ben oui. Hein? Ça fait quelques années là qu'on commence à en entendre parler, mais comme justement aujourd'hui, tu sais, ça a donné que récemment, ben, on a stocké, j'ai acheté une grosse quantité d'une sorte de viande au Costco. Puis là, ben, on voulait la splitter pour que ça puisse faire plusieurs repas. Et j'ai acheté des sacs à congélation, des Ziplocs. Et il y a quelques années, je me rappelle à quel point je riais donc ben de ma mère. Parce que ces Ziplocs, elle les lavait puis qu'elle les séchait, puis ça me faisait donc ben chier d'essuyer son maudit Ziploc. Puis je riais d'elle, tu sais. Puis aujourd'hui, quand j'ai vu Véro laver le Ziploc, j'ai fait « Ah ouais, c'est cool ça.
C'est bon. C'est intelligent, finalement, hein? C'est toujours bien un Ziploc de moins qu'on va foutre dans l'environnement puis qui va ultimement aller polluer la planète. Mais ça l'expose bien, le changement de croyance. Ben ouais. Il y a pas si longtemps, là, faire de la récupération, là, c'était juste complètement une perte de temps. Puis quand on regarde nos enfants, ben oui, puis quand on regarde nos enfants, je veux dire, en tout cas, les nôtres, là, ils peuvent pas concevoir que quelqu'un fasse pas de récupération et ou du compost. Ouais. Et pourtant, il y a pas si longtemps, c'était juste les fous qui faisaient ça, puis ceux qui aimaient donc bien laver le canne de conserve, là. Ouais, les autres. Alors, les changements de croyances, ça se fait. C'est des changements de paradigme. Et là, présentement, on est dans un ère de changement de paradigme parce que le niveau de conscience est en train d'élever. Oui. D'ailleurs, quelques pistes de réflexion pour aller justement traquer et dénicher des croyances. Là. Oui. Si votre phrase commence par « je ne peux pas », ça n'a pas d'allure que je fasse. Ou je crois que. Ou je crois que. Ou ben j'ai pas le choix. C'est un beau filon pour aller explorer une petite croyance. Puis après ça, tu sais, c'est correct parce qu'une croyance, c'est une expérience additionnée d'un jugement. Donc, j'ai vécu une expérience amoureuse difficile. L'amour, c'est de la merde. Ah, oui. OK? Fait que je vais vivre pendant un bout avec la croyance que l'amour, c'est de la merde. Mais un jour, je vais faire une autre expérience qui va peut-être faire lever cette croyance-là. Donc, je vais rencontrer quelqu'un, puis finalement, je vais me rendre compte que c'est peut-être pas si pire que ça, finalement, avoir une relation amoureuse, puis c'est pas tant de la merde que ça. Ah, ben finalement, l'amour, c'est peut-être pas si pire que ça. Bing! Je viens de vivre une nouvelle expérience à laquelle j'ai ajouté un autre jugement qui était « Ah, ben finalement, c'est pas si pire. » Ça fait que c'est pas si pire, ça veut dire que ça, c'est vrai. Donc, pouf, il y a une nouvelle croyance qui vient de prendre place. Puis, imaginez-vous pas que vous allez vous mettre à vivre sans croyance, là. Ah, c'est juste que c'est impossible. c'est parce qu'on remplace toujours une croyance par une autre. Mais ce qui est important, par contre, c'est que la croyance que vous allez utiliser ou celle que vous allez décider de garder ou pas, ben, est-ce que c'est la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre? Parce qu'on est donc ben facile à adopter les croyances des autres. Je me rappelle, pendant que j'étais aux études graduées, un collègue étudiant m'avait dit « Ah, les anticorps qui sont vendus par telle compagnie, c'est de la merde. » Ben, j'ai jamais magasiné dans cette compagnie-là juste parce que cette personne-là m'avait dit ça. J'ai acheté cette croyance-là, pouf, du jour au lendemain. Jusqu'à ce qu'un jour, je fasse comme « Mais pourquoi donc c'est de la merde? » Puis finalement, ben, j'ai commencé j'avais un besoin, puis j'ai trouvé quelque chose là, je l'ai acheté, je l'ai utilisé, puis ça a bien fonctionné. Donc, j'ai remplacé ma croyance de ben cette compagnie-là, ce qu'ils vendent, c'est de la merde, par ah ben finalement, ça doit dépendre de ce que tu achètes. Hein? Ouais. Puis après 2-3 expériences, ben finalement, c'est pas si pire que ça. Là, non, il n'y a pas de problème, finalement. Mais tu sais, j'ai changé une croyance pour un autre. Mais la réalité, c'est que la première croyance que j'ai reçue et que j'ai achetée, c'était même pas la mienne. C'était l'expérience d'un autre, puis il m'a parlé de son expérience. Puis des fois, c'est même pas son expérience, c'est une opinion qui est prise de son beau-père, son frère, de son cousin, de son ami, d'un collègue de travail, Donc, combien de nos expériences, de nos croyances viennent des autres? Je pense que c'est une autre pandémie, ça, la croyance des croyances. Clairement. Parce qu'on sait jamais d'où ça vient. Puis c'est transmissible. Ah, c'est très... Oui. Quand tu disais tantôt le pouvoir d'influence, là, plus une personne a un pouvoir d'influence sur X, plus c'est, tu sais, on l'a vu avec Hitler, on l'a vu avec des grands noms, tu sais. Autant que ça peut être dans l'ombre, autant que ça peut être dans la lumière. Exact. Mais une croyance, c'est une croyance. Donc, ce qui est important, c'est les « je dois », les « il faut », les « je ne peux pas », etc., etc. Ben, faites juste vous questionner à savoir si c'est votre croyance, puis si cette croyance-là, elle est limitante ou propulsante pour vous. Ouais. J'aimerais ça faire une parenthèse aussi, parce que j'ai eu un flash pendant que tu parlais, François. Tu sais, on parle souvent de conscience, puis c'est un mot qui est très, très utilisé présentement sur le marché. Là. C'est quasiment un mot commercial. Là. Mais j'aimerais ça vous partager notre définition à nous de la conscience, parce que peut-être que ça va vous aider à vous situer. En fait, à partir du moment où on devient conscient, c'est qu'on est capable de voir la situation
sous un autre angle. L'observateur et l'observé. Exactement, mais là, j'ai juste la façon de le faire en gestuel, mais c'est plus difficile. Hein? Vas-y, je vais le décrire. C'est difficile là, quand on fait juste parler puis qu'on n'a pas les gens pour montrer nos mains. Vas-y, bouge tes mains, je vais parler. Mais en fait, tu sais, où l'expression qu'on voit souvent, c'est avoir la face dans l'arbre puis être capable de voir la forêt. Ouais. Ben, c'est un petit peu ça. Alors, quand on arrive dans la conscience ou à prendre conscience de quelque chose, c'est qu'on est capable de se mettre dans les souliers de l'observateur qui s'observe lui-même. C'est tellement beau. C'est-tu beau? C'est vrai de ça. C'était-tu clair? Ah, c'est vrai de ça. Alors, si on reprend les croyances, tout ça, c'est justement d'être l'observateur, c'est de s'observer, dire ce genre de phrase-là. Ou de réitérer ou de répéter ce genre de croyances-là. Et là, d'être capable de regarder ça de plus haut, hein, d'un œil d'observateur, puis se dire, hein, est-ce que ça m'appartient, ça? Check l'autre là, qui est en train de faire ça encore. Ouais. Puis c'est la même chose quand on vit des émotions, hein, quand on est en colère, quand on n'est pas d'accord, quand on s'obstine, quand on est les deux pieds à côté de nos bottines, c'est d'être capable de devenir l'observateur de tout ça, puis de faire, est-ce que ça me tente encore d'être dans cette situation-là, d'être dans ce rôle-là, d'être à cet emploi-là, d'avoir cette business-là, de travailler avec ces fournisseurs-là. Bref, de devenir l'observateur de sa propre vie, c'est ce qui fait de nous des gens conscients. Et ça demande beaucoup de pratique. Alors, pour les premières fois, là, on se trouve très drôle à devenir l'observateur d'eux, puis on va se mettre à observer aussi les autres. Et à un moment donné, c'est que ça devient de plus en plus récurrent, on le fait de plus en plus souvent, et un jour, on se rend même plus compte qu'on le fait parce qu'on le fait pratiquement tout le temps. Et c'est là qu'on dit « Ah, je suis dans la pleine conscience. » La pleine conscience, ça veut pas dire être meilleur qu'un autre ou plus beau, plus intelligent, plus fin. Non, c'est juste d'être capable d'avoir ce recul-là, d'être dans les souliers de l'observateur et d'analyser ce qui se passe pour ensuite de ça, se redéfinir pour être capable de se réinventer et faire face à l'adversité, faire face aux défis et être en mesure de passer à la prochaine étape parce que sans ça, ce n'est pas possible. Oui. Vas-y. Quelqu'un qui est pas conscient, quelqu'un qui est pas capable de se mettre dans le rôle de l'observateur, tristement, ne pourra rien changer dans sa vie. Ce dont je suis inconscient me contrôle. Ce dont je suis conscient, je le contrôle. Et voilà. C'est ce qui veut dire que ta colère, tu peux te faire driver par elle. Mais si t'es conscient que t'es en colère, tu peux choisir de la canaliser pour servir ton intention. Oui, puis de l'accepter surtout, parce que c'est normal d'être en colère. La première étape, là, après avoir observé, en fait, la deuxième étape, après avoir observé, qui est la première étape, c'est d'observer, donc de remarquer ce qui est là, oui, de le nommer, après, c'est de l'accepter. Sans jugement. Sans jugement. Comme la peur. Et voilà. Je suis convaincu que tous et chacun d'entre nous avons vécu ou continuons à vivre de la peur. On peut-tu donner un petit peu de place à cette peur-là? Cette peur-là, là, elle nous parle. Elle a quelque chose à nous dire. Elle a souvent une peur, a en arrière un besoin. C'est quoi le besoin qui est en arrière de cette peur-là? Prendre le temps d'observer ça, de juste accepter que la peur est là, puis tu sais, de pas aller manger une barre de chocolat parce que c'est donc bien inconfortable d'avoir peur, ou de se garrocher dans un sac de chips, ou d'aller écouter une série Netflix parce que pendant ce temps-là, j'ai pas besoin de penser puis de regarder ma peur en pleine face. Mais cette peur-là, là, elle a quelque chose à me dire. D'accepter que cette peur-là est là, qu'elle existe, mais d'aller se relier au besoin qui est en arrière. Et les cadeaux qu'on vous parle là, viennent de là. Ouais. Des émotions. Nos émotions, c'est notre baromètre. C'est ce qui nous dit ça va ou pas. Alors, ça revient encore à comment on fait pour dire que demain, ça va bien aller si on conscientise pas ça présentement. Voilà. Alors, aujourd'hui, en date de maintenant, est-ce que ça va ou pas? Parce que les deux réponses sont bonnes. Ben oui. Si ça va, c'est super, c'est parce qu'on est aligné. Si ça va pas, c'est super. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Puis pourquoi ça fonctionne pas? Et c'est quoi les changements, les transformations qu'on a à faire? Quand on devient conscient, notre corps parle.
Hein? Oui. Ben oui. Notre corps, là, ça n'est un aussi un baromètre parce que nos émotions, tout ce qui s'exprime pas s'imprime. Oui. Et c'est ce qui devient des maladies, des maux, des ça va pas. C'est tout le temps relié à nos émotions. Alors, ça aussi, ça fait partie de la pleine conscience. Il reste 2 questions. Oui, rapidement. Bon, rapidement, parce que c'est 2 autres. Déjà, avec les 3 premières, là, si votre crise COVID fait en sorte que vous répondez à ces 3 questions-là. Là. C'est Bingo. déjà extraordinaire. Ouais. Exactement. Et les réponses à ces 3 questions-là vont avoir un impact réel sur les avec qui. Et ça, là, c'est vraiment en train de changer. Parce qu'on ne peut plus scraper notre vie en paix. On ne peut plus faire semblant. Et plus on est conscient, plus on est capable de se mettre dans les pieds de l'observateur, moins c'est possible d'être entouré de gens qui nous conviennent plus. Et je le répète, il n'y a pas de mauvaises personnes. Il y a des personnes assises dans les mauvaises chaises. Il y a des gens qui nous entourent, qui sont pas en train de jouer leur rôle. Et à partir du moment où vous allez prendre conscience de vous êtes qui, pour vrai, que vous allez décider de faire rayonner votre excellence, que vous allez devenir des serviteurs de cette valeur ajoutée-là, que vous allez définir vraiment qu'est-ce que vous voulez puis pourquoi vous voulez ça, que vos valeurs vont être remises en priorité, que vos croyances vont avoir été étudiées, remis en question, les avec qui vont changer. Tu sais, il y a une grande différence entre être ami depuis plusieurs longtemps avec quelqu'un et d'avoir une connexion réelle avec quelqu'un. Et c'est ça qui fait la solidité d'un noyau. Les avec qui qu'on connecte. Pour plusieurs, on va appeler ça une connexion d'âme ou une connexion émotionnelle ou bref, on n'entrera pas là-dedans parce que c'est un sujet en soi, là. Mais de vraiment, tu sais, quand on rencontre quelqu'un ou qu'on est avec quelqu'un, il y a une petite question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette personne-là, le fait d'être en présence de cette personne-là, est-ce que ça me donne de l'énergie? Est-ce que ça me stimule? Est-ce que le temps arrête quand je suis avec cette personne-là? Ou au contraire, cette personne-là me mange de l'énergie. Puis c'est pas parce qu'elle veut faire ça, là. Non. C'est pas ça du tout, Pas là. du tout. Mais il y en a avec qui la connexion se fait bien. Il y en a avec qui la connexion se fait pas bien. Puis, il y a des gens qui développent des troubles d'alcoolisme, des dépendances à la toxicomanie, des troubles alimentaires, de comportement alimentaire parce que ils sont mal entourés ou ils sont pas entourés des bonnes personnes. Si tu n'es pas nourri par ces énergies-là, tu vas être obligé de te protéger. Et toutes ces dépendances-là sont des protections. Alors, quand on tombe dans ça, pourquoi on tombe là? Qu'est-ce qu'on veut pas voir, percevoir? Et c'est des grandes réponses qui vont nous amener à se réaligner et à être. Et là, je parle pas de prendre un dry le vendredi, là. Je parle pas de ça. Je parle vraiment d'avoir des dépendances, des grandes dépendances. C'est ça. C'est qu'on se protège de quelque chose qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas percevoir. 5e question. 5e question. Comment? Et le comment, c'est elle qui va vous amener à passer à l'action. C'est la somme de toutes les réponses que vous avez eues aux 4 premières questions. C'est elle qui va faire en sorte que vous allez vous réinventer, que vous allez vous transformer, que vous allez devenir de plus en plus conscient et qui va vous amener à passer à la prochaine étape, qui va vous amener à vous créer une vie sur mesure, qui va vous amener à finalement avoir une carrière ou une entreprise sur mesure, qui va vous amener à développer un produit, une offre de service qui vous anime, qui va vous amener à vous propulser. Et si vous voyez, là, le comment, c'est la dernière des questions. Ouais. Comment je peux passer à l'action? Voilà. Tout est là. Mm-hmm. Et il me reste-tu 2 minutes? Ouais. Ben oui. Je prendrais 2 minutes juste pour mettre cette formulation-là en concret. Puis je vais prendre notre exemple, mon exemple des derniers mois. En fait, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ont vu passer sur les réseaux sociaux,
Ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur le livre What's Next. Je travaille avec une auteure qui est absolument extraordinaire et on a travaillé fort, on l'a formulé, on l'a développé, on a fait tout notre gros possible. Puis pourtant, on sait on est qui, on travaille toutes les deux dans notre excellence. Je savais pourquoi ce livre-là devait sortir. Je savais exactement ce que je voulais faire avec ce livre-là. Les avec qui, c'était des bons avec qui, les avec qui étaient là, mais le comment a pas fonctionné. On n'a pas réussi à sortir le livre en janvier comme il était censé. On l'a reporté en février. Ça a été on l'a pas sorti non plus. J'ai été malade, ça l'a pas fonctionné, j'avais mal partout et c'était très inconfortable et très incohérent. Et pourtant, je les revisitais ces 6 boulots de questions-là puis je me demandais qu'est-ce qui fonctionne pas? Pourquoi ça sort pas? Pourquoi c'est pas mis en marché? Et on l'a laissé dormir. On a décidé de lâcher prise et de le laisser dormir une couple de semaines. Peut-être même une couple de mois. Ça, c'était pas grave. Et arrivé la pandémie. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas ce livre-là qui devait sortir. Pas dans cette formule-là. Pas dans ce comment-là. Alors, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur d'un livre, il y avait 2 livres. Et on s'est rendu compte que la façon dont il a été écrit, c'était pas la bonne façon pour passer le message, pour partager avec vous toute la philosophie derrière le contenu qu'on voulait partager. Alors, on l'a recommencé de zéro. On a changé la façon de l'écrire. On l'a transformé en roman de développement personnel, un petit peu comme les Rois et Café ou un petit peu comme dans la formule Père riche, Père pauvre. C'est une philosophie, un enseignement qui est supporté sur une histoire qui est vraiment extraordinaire. Et depuis 2 semaines, on n'a jamais été autant motivé à créer les personnages, à créer l'histoire, à créer l'intrigue, à faire la rédaction de ce nouveau livre-là. Alors, le comment a changé parce qu'on a décidé de lâcher prise. Mais pourtant, ça n'a pas été sans difficulté, sans mettre les 2 genoux à terre, sans comprendre, sans... Ça a fait mal. Ouais. Il y en a eu une couple de larmes, hein? Ah, il y en a eu une couple de larmes. Mais il y a 2 semaines, après être sorti de la colère, où c'est que tout le monde... je voyais tout le monde comme des dangers potentiels, je me suis posé la question, Véro, c'est quoi ton excellence? Véro, qu'est-ce que tu as à offrir au monde présentement? Qu'est-ce que tu peux faire pour contribuer à la pleine conscience de toute cette humanité-là? Comment tu peux amener les gens à traverser l'adversité en les amenant à se réinventer? Comment tu peux faire pour amener les gens à passer à la prochaine étape? Et la réponse a été, il faut changer complètement la formulation du livre. Ouch! Ben, c'est ça qui était ça. Ben oui, parce que depuis ce temps-là, c'est donc rendu fluide. Beaucoup plus. Ben oui. Et pourtant, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes... Mais quand le comment fonctionne pas, quand il y a du sable dans l'engrenage, quand ça avance pas, comme quand les projets avortent, puis Colin, on veut donc ben, hein, tu sais, on essaye de travailler avec des gens, puis ça fonctionne pas, puis on a tellement travaillé sur notre couple, puis ça fonctionne pas, puis on voudrait tellement bâtir une relation X, Y, Z ou faire X, Y, Z, ça fonctionne pas. C'est là que ça prend la sagesse de dire, je vais prendre un break, là. Je vais lâcher prise. Je vais lâcher le contrôle. Puis je vais laisser la vie être ce qu'elle doit être. Et je vais revenir à mon essence. Je suis qui? Je veux quoi? Pourquoi je fais ça? Avec qui je veux faire ça et je dois faire ça? Et ensuite, comment? Et là, tout change. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, comment tu veux que je m'ostine avec ça? C'est drôle de ça. C'est drôle de ça, hein? Ben oui.
Alors, oui, on répète toujours les mêmes choses. On les répète dans des formules différentes parce que la conscience, c'est ça. C'est une étape à la fois. C'est une prise de conscience à la fois. Et une petite différence, un petit changement, aussi petit soit-il, peut avoir un grand impact sur le reste de votre vie, comme ça le fait pour nous. On vous enseigne pas quelque chose qu'on fait pas nous-mêmes. Non. Et c'est ça, toute la philosophie Red. Et voilà. Hein, c'était-tu assez un beau courriel du cœur, ça? Ben, c'est... oui! Fait que, tu sais, si je résumais là, en une phrase, ce que pour moi, ça veut dire passer de l'ego à l'écho, là, je pense que ce serait de passer de se servir à être au service. Ouais. Comment je peux quitter mon petit nombril, puis m'occuper de que mon petit nombril, puis prendre soin de l'humanité qui est autour de moi. Comment, par ma couleur, par ma façon d'être, je peux guider les autres, inspirer les autres, servir les autres, être là quand l'autre a besoin, sans nourrir cette... Parce que, tu sais, c'est facile de dire « Ouais, moi, je suis serviable, je sers l'autre, je sers l'autre, je sers l'autre. » Mais si tu sers l'autre parce que tu as un vide intérieur, puis que tu sers l'autre pour que cette personne-là se mette à t'aimer, parce que tu as donc bien besoin d'amour, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'amour par le vide. Puis oui, tu sers, mais t'es pas au service. Tu sers parce que, ultimement, tu veux te servir. Passer de l'ego à l'éco-système, ça veut dire être plein de soi-même pour que ça déborde tellement que tu puisses le redonner à tout le monde autour sans rien attendre en retour. C'est en plein ça. Et pour terminer, à partir du moment où on entre dans cette philosophie-là, tout ça, avec 10 millions dans notre compte de banque, on le ferait gratuitement. Et c'est là que l'abondance, dans toutes ses formes, arrive. Que ce soit l'abondance financière, que ce soit l'abondance d'amour, l'abondance de reconnaissance, l'abondance de santé, l'abondance d'être heureux, l'abondance de tout, de plaisir, parce que quand on fait ce qu'on a à faire et quand on est qui on est, tout le reste suit. Oui. Alors plus on est prêt à faire les choses gratuitement, plus grande est notre valeur. Et c'est là que tout change. Et voilà. Merci. Merci d'avoir été là. On le sait, ça a été un podcast quand même assez long. Un classique, là, 1 C'est heure et un demie. classique? Oh, ouais, presque 1 heure et demie. On a bien fait ça. Alors, écoute, tu peux dire qu'on s'attend d'autres, là, je veux dire. Notre prochain... Pas entre 1h15 puis 1h30. Dans notre prochain podcast, je pense qu'on en revient au mentorat inspiré, hein? Épisode 9 avec Étienne. Ah, bon, ben, Étienne, qu'on a parlé tout à l'heure, Oui. Finalement, qui va passer... La semaine prochaine. La semaine prochaine. À l'épisode 9. Et qu'on a très hâte de vous présenter. Alors, voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, on est là. Vous pouvez toujours nous joindre sur info@mentorat.red. On est toujours heureux de lire vos commentaires aussi par l'entremise de notre page Facebook, Le Créateur de Richesse. Et on est disponible à travers quoi donc? À travers Podbean, Podbean. YouTube, iTunes. iTunes. Spotify. Ouais! Ouais. Tout ceux-là, vous Balado voyez, Québec. Hein? C'est pas moi qui s'occupe de la technique. Balado Québec aussi. Alors, on vous remercie d'avoir été là pour cet épisode de se réinventer face à l'adversité. On pense fort à vous autres. On est dans le même bateau, tout le monde. Et, ça va bien. Prenons soin les uns des autres. Prenons soin les uns des autres. On vous aime. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye. Bye.